Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Réinventons nos emballages, regard croisé entre acteurs publics et entreprises vers une économie plus durable. La loi AGEC encourage depuis 2020 les entreprises à innover en matière d'emballage. Nos invités vont nous donner quelques clés de transition, mutation et de solutions du côté des entreprises, mais aussi comment les services de l'État en région et la région Auvergne-Rhône-Alpes appuient ces transitions. Une heure ensemble donc, et vous aurez l'occasion de poser vos questions en fin de table ronde. Nos invités, justement, rapide tour de table pour vous présenter. Monsieur Jean-Mathieu Brouillat. Bonjour. Bonjour Jean-Mathieu, vous êtes directeur R&D, c'est ça? Oui, je suis le directeur de l'innovation chez Legatec. Nous sommes une société d'extrusion de films plastiques et principalement destinée à l'emballage alimentaire et pharmaceutique pour le contact direct. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci encore de votre présence. Eric Kabouni, vous êtes président d'Agro-Biodrome, je ne me trompe pas? C'est exactement ça. Donc nous, on n'est pas des spécialistes de l'emballage, on est des consommateurs d'emballage. Donc on est une société de producteurs de fruits et légumes bio. Et donc on fait du vrac, bien sûr, donc ça sans emballage, du conditionnement, mais aussi de la transformation. Et dans ce cadre-là, on a dû répondre à la loi AGEC. Très bien. Et nombre de salariés? On a 49 salariés. Et vous êtes basé? Et on est basé à Loriol-sur-Drôme et puis 200 producteurs. Très bien. On continue avec le tour de table côté entreprise avec monsieur Alexandre Pavio. Bonjour Alexandre et bienvenue, merci de votre disponibilité. Vous êtes président du groupe Pavio. Vous pouvez nous rappeler le groupe Pavio? Oui, alors le groupe Pavio, c'est donc deux entreprises. Papier Pavio à Corba dans le Rhône et Auvergne Impression dans le Cantal à Ytrac près d'Aurillac. Et notre métier tourne autour de la transformation du papier. Induction, impression, complexage, paraffinage, transformation physique, production de sacs soudés, production de sacs collés. Voilà, donc notre matière première principale, c'est le papier et puis un certain nombre de composants que l'on va venir effectivement ajouter dans nos process de fabrication. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je me tourne vers le bout de la table ronde, qui n'est pas très ronde aujourd'hui, avec Clément Rousseau. Vous travaillez au sein du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle est votre fonction au sein du Conseil régional? C'est ça, donc Clément Rousseau, chargé de mission agriculture, forêt et agroalimentaire au sein de la direction de l'économie du Conseil régional. Et vous nous parlerez des soutiens qui sont proposés par le Conseil régional tout au long de cette table ronde. C'est ça. Merci en tout cas de votre présence. Et puis on finit avec Nathalie Pruny. Vous travaillez à la DRETS. Bonjour. La DRETS, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Alors pour faire plus simple, on est le service économique de l'État en région. Donc moi je suis responsable des filières agroalimentaires et bois et j'accompagne les entreprises, notamment sur les guichets de France 2030. Très bien, merci. Alors justement, Nathalie, je vous laisse la main pour nous rappeler peut-être les quelques enjeux de la loi AGEC, même si évidemment tout le monde est très acculturé à ce sujet-là, mais c'est bien quand même d'introduire notre table ronde sur ce sujet. Alors la loi AGEC, comme vous le savez, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il y a énormément d'aspects dans la loi AGEC. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est réellement une transformation en profondeur de notre économie, de nos modes de production et aussi de notre mode de consommation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, ça va vraiment bouleverser tout le monde. On en parle encore dans les médias récemment avec l'interdiction de la vaisselle jetable dans les fast-foods. Donc voilà, il y a beaucoup d'implications qui touchent tout le monde. Avec peut-être une mesure phare qui va être la suppression des emballages à usage unique d'ici 2040. C'est ce que prévoit la loi AGEC. On a également d'autres textes qui sont en cours de discussion actuellement et qui prévoient plutôt des choses autour de le règlement emballage qui est en cours de négociation, donc qui prévoit que les emballages doivent être recyclables ou réemployables d'ici 2030. Donc on va encore un peu plus vite.
ce qui nécessite effectivement une prise en compte importante de ces éléments réglementaires. Et notamment des règlements européens qui sont même votés aujourd'hui, je crois savoir. Alors on comprend bien la tendance, merci beaucoup pour ce rappel Nathalie. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc les industries de l'emballage sont obligées de se tourner, en tout cas de la filière, se tourner vers un emballage plus éthique. Alors je me tourne vers Eric Cabouni, donc au sein d'Agrobiodrome. Vous conditionnez, vous expédiez les produits frais très périssables. Alors au regard de cette loi, quels ont été ou quels sont encore les défis techniques auxquels vous êtes confrontés? Alors il a fallu effectivement, à travers cette loi AGEC, trouver des substituts, entre autres au plastique avec pétrole. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc en fait, on fait du produit brut. Donc là, on utilise des caisses consignables, du carton, du bois. Donc ça, il n'y avait pas de souci là-dessus. Par contre, sur les produits conditionnés, quand on fait par exemple des abricots, des pêches, des tomates, etc., on les enveloppe dans une barquette. Et avant, on utilisait du film plastique. Ça a toujours été un problème pour nous parce que c'est vrai qu'on est 100% bio et on avait déjà beaucoup de réflexions sur l'impact environnemental. Mais là, ça a été un accélérateur. Un accélérateur, tout à fait. Donc on a remplacé par exemple des films plastiques issus de pétrole par des films cellulosiques faits à partir de pâte à papier. Donc ça, c'est le défi technique de ça, c'était de faire accepter aux clients une augmentation du prix du conditionnement, ce qui n'a pas été trop possible malheureusement, parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un seul fournisseur dans le monde qui est capable de fournir du film cellulosique. C'est un japonais qui s'appelle Futomura. Et donc ça veut dire que le prix, en fait, c'est le... Futamura. On ne parle pas japonais. Hein. Donc moi, je ne parlais pas japonais. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a augmenté par 3,5, voire 4, le prix de l'emballage. On a remplacé tous nos filets synthétiques, qui étaient moins chers, par du filet coton. Mais ça a impliqué que les mâchoires de nos machines, il a fallu qu'on les change, parce que couper du coton et agrafer du coton, c'est pas du tout aussi simple que du film synthétique. Après, donc il y a eu un peu des changements dans la loi AGEC, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des... Parce que, en fait, on avait... Des souplesses, peut-être? Voilà, on n'avait aucune réponse technique à du film étirable, c'est-à-dire du film qui s'étire en biosourcé, ça n'existe pas. Donc il y a eu donc des sociétés qui ont fait donc des films en polyester, compostage industriellement, et ils ont, alors peut-être je peux me tromper, mais ils auraient mis des enzymes qui permettent une biodégradabilité à 100%. Des enzymes qui détruisent en fait et qui répondent à la norme EN 13432. Pour le film rétractable, parce qu'on fait aussi de la courge en tranches avec du film qui passe dans un tunnel de rétractation. Donc ça n'existe pas en produits plastiques non issus du pétrole. Donc là, on n'a pas de solution. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on en fait pour l'export, parce que c'est vrai qu'en Europe, il y a des pays qui ne sont pas encore à la loi AGEC, même bizarrement comme l'Allemagne, le Luxembourg ou autres. Par contre, sur la France, c'est très compliqué. Après, on a eu d'autres problèmes techniques, comme par exemple remplacer des étiquettes avec la colle des étiquettes, parce que nous, on travaille dans des milieux de refroidi. Donc la colle organique, c'est-à-dire biosourcée, en fait, elle collait pas en fait. Si vous la mettez dans un frigo avec de l'humidité, au bout de 5 minutes, la colle, l'étiquette se rétracte. Donc ça a été je pense qu'il y a eu un aménagement du périmètre de la loi AGEC pour autoriser. Alors les choses intéressantes, c'est qu'il y a eu beaucoup de dialogue entre nos services qualité et les services qualité des grands distributeurs qui étaient confrontés à ça et qui avaient zéro solution. Donc on était un peu force de proposition. Donc ça, c'est pour la partie conditionnement. Après, je vais passer à la partie transformation. C'est sûr qu'on utilise les films cellulosiques pour operculer les barquettes carton.
Et on fait aussi des jus frais qui ont 3 jours ou 4 jours de DLC. Voilà, donc on utilise de la bouteille végétale. La bouteille végétale, elle a donc c'est fait à partir de kiwi, de plastique végétal. Hein. C'est fait à partir de fruits et légumes, hein, tout simplement. Et c'est des bouteilles qui sont aujourd'hui recyclables avec le PET, c'est-à-dire avec les bouteilles plastiques. Mais en 2024, il y a la société belge Futero qui va installer une usine de recyclage en Normandie. C'est dommage qu'il n'y en ait qu'une. Mais en tout cas, aujourd'hui, on aura en France une société qui recycle le PLA en France, en Normandie. Voilà. Après, le plastique végétal ne peut pas être chauffé. Donc ça veut dire que quand on fait des soupes, des desserts, des confitures, des choses comme ça, on ne peut pas utiliser de la bouteille végétale. Donc on est obligé d'utiliser du verre qui est recyclé. Et pour que le verre soit recyclable, il faut utiliser des étiquettes hydrosolubles, c'est-à-dire qui s'enlèvent facilement à la... Voilà. Je pense que j'en ai dit pas mal. Non, mais c'est très bien. En tout cas, beaucoup d'arbitrage sur ces dernières années et de tests d'une certaine manière. On se tourne maintenant vers Jean-Mathieu, directeur R&D de Legatec, je le rappelle, fabricant d'emballage. Sur quel axe l'entreprise s'est positionnée pour s'adapter à ces contraintes? Est-ce qu'il y a une vision à un moment donné qui s'est éclaircie, quelque chose, ou pareil, là, il a fallu tester un certain nombre de choses? Racontez-nous. Oui, en 2019, on a pris le virage de l'économie circulaire. Le plastique est très décrié. Après, il est très utile et apporte énormément. Donc finalement, il faut regarder surtout son origine et sa fin de vie. Et donc on a regardé ça, on a créé beaucoup de collaboratifs. Donc aujourd'hui, c'est aussi le retour d'expérience vis-à-vis de la région qui nous a beaucoup aidés. On y reviendra justement sur les projets collaboratifs. Et depuis 2019, on mène des thématiques de recyclage. Quelle est la fin de vie souhaitée? On a fait des biodégradables, on a fait des systèmes recyclage en polyéthylène, en polypropylène, on a analysé différentes choses. Et on a regardé l'origine de la ressource, si c'est pétrolier, si c'est végétal, si c'est un déchet végétal, si c'est un recyclé dit chimique ou pas. Et on a mené plein de travaux depuis. Et on s'est aussi adapté à la législation qui a été évolutive. On a été poussé beaucoup vers les biomatériaux. Et puis finalement, on se rend compte que les emballages biodégradables ne doivent pas finir dans un compost avec les aliments, sauf si c'est du café ou du thé. Donc il y a eu énormément de pistes explorées, des investissements qui ont été plutôt sur des thématiques de rentrer dans des filières de recyclage, donc avec des travaux avec Citeo, avec le COTREP, mais aussi au niveau européen, qui a peut-être une vision différente de la France. On a aussi intégré des projets de réutilisation. Aujourd'hui, si vous allez complètement de l'autre côté de ce hall, vous allez voir des barquettes en inox operculées, c'est notre film dessus. Donc on s'intéresse aussi à ces thématiques, les fameux 3 R, recycler, réduire et réemployer. Et donc notre stratégie, elle est complètement axée là-dessus, rendre des systèmes recyclables, même avec des propriétés barrières, et intégrer une fin de vie maîtrisée pour revenir à la matière d'origine. Ça, c'est notre stratégie et on l'a bien implémentée. Très bien. Merci beaucoup. Alexandre, du côté du groupe Pavio, production d'emballage alimentaire, papier, aluminium. Sur quoi vous avez travaillé? Quel défi vous avez dû... quel succès ou quel échec, quels essais vous avez peut-être fait pour justement remplir ces défis? Je dirais que le défi principal au niveau du matériau papier, c'est de le rendre mécanisable. C'est-à-dire qu'un papier brut en l'état, il n'est pas thermocellable, donc il ne passe pas sur une ligne de conditionnement automatique verticale ou horizontale. Et par conséquent, il n'est pas transparent, à part cette fameuse pellicule cellulosique de Futamura, mais qui est un produit, on va dire, limité en termes de capacité. Donc l'enjeu principal, c'était de rendre mécanisables effectivement nos supports papier. Et par conséquent, il fallait rajouter la scellabilité, l'ingraissabilité, la résistance à l'humidité, et puis des notions comme effectivement la glissance, de manière à ne pas rencontrer d'effet blocking sur les lignes de conditionnement. Voilà.
Donc, contrairement à d'autres matériaux qui sont naturellement, notamment le plastique, qui sont naturellement thermosellables, c'était pas le cas forcément du papier, sauf avec extrusion de polyéthylène. Donc, forcément, si on prend du papier et qu'on met du polyéthylène, il faut limiter le pourcentage pour rester recyclable dans la filière papier-carton. Et donc, l'évolution actuelle, c'est de développer des inductions qui ne contiendront pas de plastique solide. D'accord. Pour pouvoir obtenir un matériau papier avec un certain nombre, effectivement, de caractéristiques techniques, sans pour autant avoir un agent soudant ou une barrière qui va être issue de matières fossiles. Voilà. Très bien. Donc, à ce stade-là, on a fait un petit tour d'horizon, effectivement, des pistes explorées et des choix qui ont été faits à un moment donné pour relever ces défis et au regard des contraintes amenées par la loi AGIAC. Je vous propose maintenant d'explorer ensemble les nouvelles organisations, peut-être, les besoins en compétences que ça a suscité ou les approches alternatives que vous avez dû mettre en place pour relever ces défis. Eric, au sein d'Agrobiodrome, en préparant cette table ronde, vous m'aviez dit que vous aviez d'une certaine manière aussi mobilisé les équipes différemment, notamment, et comment concrètement ça se caractérise? Alors bien sûr, notre service qualité a été sur le pont pendant un certain temps. Vous l'appelez toujours service qualité et pas service R&D? Oui, parce que nous en fait on n'a pas de service R&D, on est une petite entreprise, et ce qui n'empêche pas qu'on fasse de la R&D, mais c'est des postes polyvalents. D'accord. En fait, quand la responsable qualité ou l'assistante qualité discute avec le service qualité des clients, entre autres, pour leur expliquer où on en est, est-ce qu'il existe une filière de recyclage, est-ce que c'est du home compost, est-ce que c'est du compostage industriel, est-ce que ça respecte les normes, il y en a plusieurs. Voilà. Donc ces personnes-là, elles ont été très très sollicitées, et l'ensemble des salariés qui sont dans la production ont pris conscience que c'était un sujet qui les impactait directement, parce que à part faire du tri des poubelles ou faire semblant de le faire, c'est vrai que nous on l'impose à nos salariés, mais c'est vrai qu'on n'était pas toujours derrière eux pour savoir s'ils mettaient du papier avec le carton ou du plastique. Là, ils étaient confrontés tous les jours à cette problématique et ce changement d'emballage. Et donc, ça a permis effectivement de faire évoluer un peu des mentalités chez nous. Après, une culture même d'entreprise, de la culture d'entreprise, parce que c'est bien beau d'afficher des valeurs si derrière on ne les respecte pas, quoi. Et qu'on ne les exécute pas au niveau opérationnel. Est-ce qu'au-delà des histoires de femmes et d'hommes au sein de l'entreprise, en termes d'organisation, de structuration, il y a des choses qui ont pivoté, il a fallu aussi changer un peu de braquet? On a effectivement acheté des machines qui étaient spécialisées dans l'utilisation de matériaux, par exemple des bandes rouleuses. En fait, on était très force de proposition pendant toute cette période de la loi AGEC, et puis on échangeait effectivement régulièrement avec les services qualité client, que ce soit en France ou même en Suisse ou au Luxembourg ou ailleurs, quoi. Voilà. Ils étaient très étonnés d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que la loi AGEC, elle est beaucoup plus contraignante que la loi européenne sur cette partie-là, quoi. Très bien. D'autres volets de transformation en interne, enfin c'est un gros mot, mais en tout cas d'évolution? Alors le seul défi qu'on n'a pas réussi, on a dû baisser nos marges parce que je vous dis 3,5 à 4 fois plus cher. C'est ça. C'est sûr qu'en face, les clients n'étaient pas forcément très, très prêts à augmenter les tarifs. Alors, on a des avantages concurrentiels. Faire de la bouteille végétale en plastique végétal, c'est sûr que ça intéresse. Nous, on travaille par exemple avec quelques
restaurateurs, les restaurateurs étoilés, ils sont tout fiers de dire à leurs clients, vous voyez, le jus qu'il y a dans cette bouteille-là, une fois que vous l'avez bu, vous pouvez le mettre soit dans la nature, il va se dégrader en 6 mois, soit dans les containers plastiques. Donc c'est vraiment fait à partir de végétal et c'est toujours des belles histoires à raconter à des clients. Alors, en termes de soutien, on peut faire un zoom notamment sur Nathalie, sur l'accompagnement des services de l'État régionalisés. On a parlé un petit peu de R&D, alors service qualité pour certains, service R&D pour d'autres, en tout cas de testing, d'essais. Quel type d'accompagnement, quel type de cadre accompagne les services de l'État régionalisés justement sur ce volet-là ? Alors, globalement, sur notre grand programme d'investissement, de soutien aux entreprises, c'est France 2030, c'est un programme de 54 milliards d'euros au plan national, qui est essentiellement destiné à l'innovation. Donc, on est très à l'écoute, effectivement, des entreprises qui ont des projets d'innovation dans ce sens. Et plutôt que... Alors, France 2030, si je commence à vous en parler maintenant, on finira demain matin. Donc, j'aurais plutôt vous dire que quel que soit le niveau de maturité finalement du projet, qu'on soit en R&D, qu'on soit en développement de prototypes, qu'on soit plutôt en phase d'industrialisation, voire un peu plus de développement, on a des guichets qui peuvent être mobilisés sur France 2030. Alors, guichets soit au niveau national, soit sur des montants plus faibles au niveau régional, avec le France 2030 régionalisé. Je vais prendre juste peut-être un exemple d'une aide de l'ADEME, parce que l'opérateur, quand même, souvent, dans ce domaine, c'est plutôt l'ADEME qui intervient. Donc, on a actuellement des aides au réemploi des emballages et des contenants qui vont s'adresser aux entreprises, mais pas uniquement, aussi aux collectivités qui sont responsables d'une activité de restauration et qui vont permettre de financer des études préalables, puisque c'est toujours un petit peu le but, c'est de faire une étude avant d'engager un investissement, pour vérifier que la solution que vous allez retenir, elle ne soit pas finalement moins bonne que celle que vous aviez précédemment. Donc des études qui peuvent être financées jusqu'à 70% des coûts. Et ensuite, donc, des aides à l'investissement qui peuvent intervenir jusqu'à 55% pour les TPE et 45% pour les PME. Voilà, donc il y a tous ces guichets, il ne faut pas hésiter à les mobiliser, à venir vous renseigner. On en parlera tout à l'heure, on est aussi avec Clément pour la région. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir consulter l'ADEME pour qu'on puisse vous orienter sur ces aides qui ne sont pas forcément toujours très lisibles pour les entreprises. Et c'est pour cette raison qu'en tant que service public, on est à votre disposition pour vous aider à décrypter un petit peu tout ça. Et pour instruire évidemment les dossiers de demande. Merci beaucoup pour ces précisions. On reviendra évidemment sur d'autres soutiens mobilisables et mobilisés aussi par des entreprises qui sont présentes à cette table ronde. Jean-Mathieu, au sein de Legatech, on en revient à la R&D, mais là aussi, sans doute qu'il y a eu, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez augmenté les investissements. Parlez-nous un peu effectivement de la manière dont vous êtes peut-être réorganisé, ou vous avez renforcé un certain nombre de choses, de volets au sein de l'entreprise ou au sein du service de R&D. On a investi, donc après une étude de marché, on a investi sur des technologies d'étirage pour des polyéthylènes mono-orientés pour remplacer des structures multicouches. Donc on a eu une stratégie vraiment tout polyéthylène ou compatible au flux polyéthylène de recyclage. Et c'est là où on a intégré des projets collaboratifs pour se structurer et travailler avec plusieurs entreprises, donc des gens de l'étirage, des gens de l'alimentaire, mais aussi des académiques. On est bien gâté en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir des écoles de plasturgie à Saint-Étienne, à Lyon, l'INSA, l'IMP. On travaille aussi avec des gens comme Mines ParisTech ou le CNAM à Paris. Et donc, on a accompagné notre vision avec d'autres industriels et des académiques pour la mettre en place industriellement et investir plus de 20 millions d'euros en 2019 sur une nouvelle unité. Et on a à peu près 1 à 2 projets par an nouveaux. Donc on sollicite la région pour monter des programmes. Et ça permet de se structurer. Il faut écrire un programme qui est assez lourd mais détaillé. Et donc on met des objectifs et on met comment on va l'atteindre et les travaux associés et les ressources dédiées. Et on utilise bien sûr les thésards pour mener le fil rouge.
Et ça nous a beaucoup structuré. On a travaillé sur les biomatériaux, on a travaillé sur les tirages, on a travaillé sur les barrières et on continue donc, sur différents programmes. On travaille sur la purification des résines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on réintègre du recyclé mécanique qui n'est pas alimentaire. On essaye de purifier ces systèmes-là avec l'Université de Saint-Étienne et le Centre technique de la plasturgie et d'autres industriels. Donc on est dans cette démarche-là et on suit donc la législation française mais aussi la législation européenne pour toujours avoir une fin de vie. L'objectif, c'est pas d'avoir un produit qui on met dans la poubelle et on ne sait pas ce qui devient. C'est la poubelle jaune et cette poubelle jaune, il faut la forcer à être utilisée et à revenir chez nous avec des systèmes de pyrolyse, une huile qui permet de réintégrer, de refaire du polyéthylène, d'avoir un contact alimentaire. Et c'est vraiment cette boucle qu'on travaille. On travaille sur des marqueurs, on appelle ça des watermarks. On peut mettre des identifiants sur des emballages pour que les centres de tri puissent récupérer les emballages qui ont une capacité alimentaire et une capacité de recyclage pour pouvoir l'orienter dans le bon flux. Ça c'est vraiment notre stratégie et elle est vraiment en place et on utilise ces travaux collaboratifs. Alors justement, pour accompagner ces projets collaboratifs, on va peut-être faire deux zooms assez rapides, notamment le projet AD Mabio. Comment il s'est constitué, ce projet collaboratif, avec qui? Et puis on parlera évidemment des soutiens plus précisément. Oui, donc c'est des programmes qui s'appellent les IDEMO, mais ça, je vous laisserai expliquer tout ça. On a travaillé avec l'INSA, donc c'est un brevet INSA sur des mélanges techniques. Donc l'idée, c'est d'utiliser les biomatériaux, peuvent être issus de matières renouvelables, mais aujourd'hui ont très peu de propriétés barrières ou fonctionnelles. Donc on fait un film qui est biodégradable, mais on n'arrive pas à conserver comme on le souhaite. On va manquer de barrières ou potentiellement de rétraction. Et donc on va essayer d'améliorer ces matériaux-là. Donc on travaille avec l'INSA et puis une start-up liée au brevet INSA. Et puis on va travailler avec d'autres industriels. On va travailler avec la société Barbier sur le domaine agricole. Nous, on va s'occuper plutôt sur le domaine alimentaire. Et on va monter un projet de modification de résine pour être idéalement complètement biosourcé, donc sur une ressource renouvelable, plutôt un déchet qu'un produit comestible, bien sûr, et obtenir des fonctionnalités et idéalement voir quelle sera la fin de vie. Est-ce que ça sera du compost? Est-ce que ça sera accepté en compost? En méthanisation, aujourd'hui, le compost n'est plus suffisant. Il faudra aussi être compostable et méthanisable. Et pourquoi pas avoir des filières de recyclabilité de ces matériaux. Alors après, il y a des problèmes de volume et ce n'est pas évident à mettre en place. Donc ça, c'est le premier projet Anebam Bio. Alors justement, sur ces projets collaboratifs, France 2024, là aussi, un volet d'accompagnement avec un système de lauréats. Avec un consortium, il y a quelques réglementations, on n'est pas obligé dans le détail, mais sur la philosophie peut-être de cet accompagnement. France 2030. Ah pardon. Je vous en prie. C'est les JO. Non, je vais très rapidement passer la parole à Clément sur le volet régional. Mais voilà, mais ce que nous dit Legatech là aujourd'hui, c'est comment ce genre de projet peut l'aider à structurer un petit peu ces partenariats collaboratifs. Donc c'est vraiment, je pense que quand on se rapproche aussi des pôles de compétitivité, ça peut avoir un effet intéressant pour justement aller plus loin dans le projet plutôt qu'une entreprise se lance seule sur un projet d'innovation. C'est plutôt bien d'y aller avec aussi des partenariats, que ce soit des acteurs de la recherche ou d'autres entreprises. Je vais passer du coup la parole à Clément là-dessus. Pour parler des pôles de compétitivité, justement, et puis on fera un rapide zoom sur le projet POPEX qui est justement en lien avec pôle de compétitivité, effectivement. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on souhaitait mettre en avant dans cette conférence. C'est la chance finalement qu'on a d'avoir sur le territoire régional vraiment un écosystème autour de l'innovation des entreprises. Et c'est vrai que nous, on s'appuie beaucoup. On a, dans notre schéma directeur sur l'économie, on a structuré un petit peu, identifié des secteurs clés. On s'appuie beaucoup sur les pôles de compétitivité et les clusters. Il y en a 24 en région qui ont une entrée un peu filière. Et on s'appuie beaucoup sur eux pour accompagner les industriels dans leurs projets d'innovation, que ce soit des projets d'innovation collaboratifs ou individuels. Ce sont vraiment des structures qui fédèrent à la fois les entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises, des universités, des laboratoires, avec une expertise très précise sur les sujets que peuvent rencontrer les entreprises.
Donc voilà, on souhaitait vraiment mettre en avant un petit peu l'intérêt de ces structures-là pour accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation, avoir des retours d'expertise, avoir des aides sur des financements à la fois régionaux, mais aussi parfois sur des dispositifs de l'État ou de l'Europe. Et sur le sujet des emballages, alors si je peux en citer juste 2 ou 3 très rapidement, c'est vrai qu'on a Polyméris, qui est le pôle de compétitivité de la plasturgie, voilà, qui est spécialiste vraiment sur ces sujets-là. On a Xylo Futur sur tout ce qui est bois. Sur l'agroalimentaire, on va avoir VG Polis, Innovalliance, le cluster bio. On a vraiment globalement l'ensemble des champs de l'économie régionale est couvert par une structure. On a beaucoup aussi d'organismes de formation, de laboratoires, de centres techniques. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à mettre en avant, cette ressource et cette chance que l'on a en région d'avoir des experts en innovation présents sur le territoire. Et tout un écosystème qui accompagne justement ces entreprises. Et pour finir, Jean-Mathieu, justement, on parlait de pôle de compétitivité, donc Polyméris, dédié au caoutchouc, plastique et composite. Et là, vous avez un projet, c'est votre actualité depuis septembre 2023, qui est le projet POPEX, qui est donc financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, BPI France et labellisé Polyméris. En quelques mots, quel est ce projet ? On est 3 industriels, donc nous on est la partie film, il y a Berry sur la partie bouchon et Graham sur la partie rigide, et il y a même Barbier en parallèle sur une thématique de régénération. Et on a un académique qui est l'Université de Saint-Étienne qui a une ligne, une plateforme qui a été financée par la région aussi, avec un système qui s'appelle le Flucritex, qui est de la décontamination. Donc l'idée, c'est de reprendre un polymère et de le nettoyer. Parce qu'aujourd'hui, un polymère recyclé mécaniquement, on arrive à faire des choses sympas. La bouteille PET a un retour alimentaire, mais les polyolefines ne l'ont pas. Donc l'idée, c'est d'avoir un retour alimentaire par une technologie de purification au CO2 supercritique. On rentre un peu dans la technique. Mais on a des preuves, donc on travaille avec Polyméris, mais aussi avec le centre technique de la plasturgie qui est basé à Oyonnax. Et on a eu déjà, les projets collaboratifs, des fois, on reprend des briques d'autres projets, et il y avait une brique de décontamination qui a fait des preuves. On reprend cette brique et on essaye de l'industrialiser, de la mettre à grande échelle pour que les industriels s'approprient une technologie de laboratoire et la passe au niveau industriel. Et là, on est sur cette phase-là, avec un intérêt économique et ACV majeur, de pouvoir, finalement, mon film plastique, je le remets dans la poubelle, je le régénère, je le purifie, je lui enlève les contaminants qui peuvent être alimentaires, les encres ou tout ce qui peut être autour, et on le remet, parce que notre stratégie, c'est pas d'être seulement recyclable, c'est d'être recyclable et d'intégrer du recyclé, sinon c'est pas cohérent. Et l'alimentaire étant très délicat, aujourd'hui, il n'y a que le recyclé dit chimique qui nous le permet, mais à des prix énormes et des capacités faibles, tandis que le recyclé mécanique, c'est économique, avec des grosses capacités. Il faut réussir à le nettoyer, et on touche du doigt des choses, et on y arrive. Si on est tout seul, on y arrive très lentement. En étant en collaboration et à plusieurs, on y arrive beaucoup plus rapidement, et on fédère. Et ensuite, ces travaux-là, vu qu'ils sont financés par la région et par l'État, ce n'est pas des propriétés individuelles aux sociétés. Ça permet aussi à la filière de s'en accaparer. Donc c'est important de le dire. Ce n'est pas un travail égoïste, c'est un travail collaboratif pour une filière, pour une région, pour que l'ensemble de la plasturgie Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très forte, puisse en bénéficier et qu'on sorte de cette ornière de la recyclabilité, et que le plastique, finalement, c'est un peu comme les Lego, ça se construit, ça se déconstruit, ça se reconstruit, et ça peut être assez sympathique. On comprend bien la philosophie d'irrigation, effectivement, de ces approches. Monsieur Pavio, alors, bon, j'imagine, encore une fois, par rapport à ces défis, que vous aussi, vous avez dû faire un certain nombre d'évolutions, de changements, peut-être de pivots, d'opérer des pivots. En termes d'adaptation de l'outil industriel, peut-être, est-ce qu'il y a eu des choses, ou sur d'autres volets ? Bien, déjà... Nous sommes passés déjà depuis ces dernières années sur des produits d'induction en base aqueuse, c'est-à-dire à base d'eau. Donc là, ça a nécessité des modifications de lignes, ne serait-ce que pour des questions de séchage-extraction, puisqu'il est beaucoup plus difficile de sécher un produit aqueux qu'un produit solventé. Il faut plus de capacité de séchage.
Et puis, effectivement, au niveau des matières premières, il a fallu demander à nos fournisseurs de matières premières, papier, de travailler des supports plus fermés, avec des niveaux de porosité beaucoup plus faibles, de manière à ce que nos produits d'induction restent en surface. Si effectivement le produit est trop poreux, les produits d'induction vont rentrer à cœur et on va perdre effectivement la fonctionnalité de l'induction, aussi bien pour les résistances graisse, humidité, vapeur d'eau, que la scellabilité. C'est-à-dire que si le vernis est absorbé à cœur, le produit, par exemple, n'est plus thermocellable parce que le produit ne reste pas en surface. Donc il a fallu effectivement restructurer un certain nombre de supports, de bases papier, avec des niveaux de porosité très faibles, renforcer les capacités de séchage par rapport aux produits à base d'eau. Et puis, il a fallu aussi également modifier certains paramètres machines en termes de stabilité, c'est-à-dire qu'il a fallu aussi rajouter des inductions sur les faces opposées aux faces principales enduites. Parce que quand vous rajoutez de l'eau sur un papier, vous allez déséquilibrer effectivement le pourcentage d'humidité. Donc ça avait pour effet de provoquer un phénomène de curling. Donc on rajoute 7-8 grammes d'extrait sec sur une face. Il faut donc réhumidifier le papier sur la face opposée pour faire en sorte que le papier reste plan. Et s'il n'est pas plan, effectivement, il roule. Un papier doit se situer entre 5,5 et 8,5% de taux d'humidité. Donc quand vous passez d'un produit solventé à un produit aqueux et que vous rajoutez 7 à 8 grammes de base solide, d'extrait sec, ça veut dire que vous avez transféré à peu près 20 grammes de valeur humide. Et là, vous déstabilisez complètement le matériau. Donc, il y a eu des adaptations machines pour pouvoir effectivement rééquilibrer les matériaux en traitant les faces opposées. Et donc sur l'adaptation effectivement ou les investissements de l'outil machine, de l'outil de production, vous avez bénéficié notamment, et je me tourne vers Clément, de ce qu'on appelle le pack relocalisation, qui est le cadre générique effectivement, qui est porté politiquement par le Conseil régional. Comment il se précise, comment il se définit ce cadre ? Oui, effectivement, la région a souhaité orienter son accompagnement en matière d'industrie, notamment sur cette partie relocalisation et souveraineté industrielle fabriquée en région. Et dans ce cadre-là, on a mis en place le pack relocalisation, qui est un dispositif qui est assez simple, en fait, où les entreprises qui ont un projet d'investissement industriel peuvent finalement contacter la région, solliciter la région par un fonctionnement assez simple, une page pour présenter un peu leur projet. On leur fait un retour et c'est vrai que ça permet d'accompagner les investissements industriels que peuvent faire les entreprises à hauteur de 10-20% en général sur des projets qui sont un petit peu d'envergure avec dans l'idéal des créations d'emplois ou un impact positif vraiment sur la filière, sur un territoire ou vraiment des projets qui sont purement de relocalisation. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui est assez mobilisé, qui nous permet d'avoir un fort effet de levier sur des projets. Et des montants conséquents. Et des montants qui peuvent être conséquents sur des gros projets, effectivement. D'accord. Alexandre, vous vouliez peut-être compléter par rapport à ces évolutions, peut-être aussi en termes de compétences humaines et comment sont accompagnés aussi les collaborateurs par rapport à ces transformations, changements, peut-être métiers quelque part. Je voulais tout d'abord témoigner de l'aide de la région sur effectivement un plan d'investissement global de 2 millions d'euros et qui a commencé sur nos 2 sites industriels, en partie sur Corba et l'autre partie sur Ytrac près d'Aurillac dans le Cantal. Et
En ce qui concerne, merci à la région. Et en ce qui concerne effectivement la partie humaine, on s'est renforcé, bien évidemment. On s'est renforcé par l'arrivée d'ingénieurs R&D. Et on collabore étroitement avec l'ISARA à Lyon, le CTP de Grenoble, le Centre technique du papier de Grenoble. Et puis, effectivement, on met également dans la boucle des clients et des fournisseurs de matières premières. On essaye effectivement de mailler... c'est ça, construire un écosystème. Construire un écosystème, parce qu'effectivement... comme vous le disiez, comme mon voisin le disait, tout seul, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Très bien. On va finir cette table ronde par on va se projeter un petit peu dans le futur, un partage de vision. N'hésitez pas à vous interpeller, chers représentants d'entreprises. Sur l'emballage durable du futur. Alors, plastique contre biomatériaux, contre papier carton, 100% recyclable. Alors, j'en parlais en introduction tout à l'heure. Il y a aussi un vote qui est même aujourd'hui pour un futur règlement européen, donc un vote en plénière aujourd'hui. Peut-être que Jean-Mathieu, je sais que vous suivez ça avec attention, notamment sur ces contraintes européennes qui vont certainement aller plus loin que les contraintes françaises. Quel est votre avis sur ça ? Oui, alors c'est vrai qu'on a une vision de l'emballage qui est très biaisée parce qu'on regarde Citeo et le COTREP. Et finalement, il y a une loi qui s'appelle la PPWR qui arrive au niveau européen, qui est un règlement et qui, si elle est votée et si elle aboutit, va impacter l'emballage de façon générale. Aujourd'hui, c'est une thématique plasturgie, mais elle va s'appliquer, elle va être déclinée aux autres matériaux. Donc c'est vraiment quelque chose de supranational qui éliminera les autres lois si elle est votée. Donc nous, on a pris la décision de rentrer, à force de râler sur Citeo positivement, ils nous ont dit, pour râler, il faut aller au niveau de l'Europe. Donc on a rejoint l'AFNOR et maintenant on est au niveau européen. Et tous les 15 jours, je passe une demi-journée sur des détails techniques de qu'est-ce que c'est que le Design for Recyclability, comment éco-concevoir et quels sont les protocoles d'évaluation de ça. Et tout ça, c'est des débats techniques au niveau européen, mais qui sont très intéressants, mais finalement qui touchent la plasturgie, quel taux d'ancrage, quel taux de barrière, quel taux de colle. C'est très technique, mais ça définit bien qu'est-ce que sera l'emballage de demain et s'il sera accepté ou s'il sera banni. Et c'est un peu comme la loi AGEC, finalement, on interdit des choses et on finance d'autres en mettant des systèmes, mais ça sera aussi des choses qui impacteront. Je dirais, l'ancrage, ça parle sur la plasturgie, mais ça parle sur le verre, sur le métal, sur le papier. On est dans un monde de chimie, parce on parle de plastique, mais quand on parle d'enduit, de choses comme ça, finalement, nous aussi, on fait des apports de surface, et globalement, il y a des transformations et il y a de la chimie, et la PPWR sera un texte qui sera soumis à de la politique. Donc je ne peux pas vous garantir que ce que je vous dis aujourd'hui sera vrai demain, mais son objectif, il est court terme en vote, c'est-à-dire que dans un an, il doit être voté et il sera applicable avec une stratégie 2030, mais avec des éléments qui pourront rentrer en ligne de compte dès 2027. Et peut-être qu'ils seront différents de notre vision actuelle française. La loi AGEC pourra être remise en cause sur certaines thématiques. Le choix d'un polyéthylène, polypropylène, polyoléfine sera remis en cause. Le choix des barquettes polyester, des bouteilles. Donc il y a plein d'éléments. Et si le texte est approuvé, il sera décliné au papier, au verre, au métal, etc. Donc il faut rester à l'écoute de ce qui se passe en Europe, évidemment. Eric, votre vision justement sur l'emballage durable du futur, voilà, si on fait un peu de la politique fiction, qu'est-ce que vous avez en tête ? Alors, nous, on croit à l'agriculture biologique depuis très très longtemps. Donc on est persuadé que la nature, elle est innovante. On a plein de choses à découvrir sur des matières naturelles. Et en plus, l'avantage, c'est que les matières naturelles, elles ont plus de facilité à
à se dégrader dans notre environnement sans l'impacter. Donc évidemment que les emballages du futur, on a plein de choses à découvrir, à redécouvrir. Vous croyez au 100% recyclable? Moi j'y crois, oui, Ouais. bien sûr. C'est peut-être pas l'avis de mes collègues, des spécialistes de l'emballage, mais moi j'y crois, bien sûr. Ouais. Je suis persuadé que c'est possible. Alexandre, votre vision, et au regard de ce qui a été dit aussi, hein, pour compléter. Je dirais que de toutes les manières, l'emballage ira de plus en plus vers du naturel. Alors après, il y a un certain nombre d'applications où effectivement, il faut quand même pas oublier que l'emballage, c'est aussi effectivement, notamment dans le médical, dans l'alimentaire, dans l'agroalimentaire, dans beaucoup de domaines, l'emballage c'est fait pour protéger aussi. Et donc effectivement, si l'emballage est naturel mais qui ne protège pas, bah, il n'y a plus besoin d'emballage. Hein. Voilà. Donc, moi, je crois au 100% recyclable. J'y crois beaucoup. Et par contre, effectivement, bon, oui, je pense que de toute façon, la tendance, on n'empêche pas les rivières de couler. La tendance est clairement à une direction qui prendra en compte de plus en plus les questions environnementales, de recyclabilité, à condition que la collecte et le tri soient aussi pris en considération sur l'ensemble des territoires. Très bien. C'est très bien de parler de recyclabilité, mais pour recyclabilité, il faut aussi collecter et trier. D'accord. Une réaction peut-être, Jean-Mathieu ou Eric, avant de passer un court échange avec la salle. 100% recyclable, c'est très ambitieux. On arrivera, il faut tendre à être renouvelable. On voit l'émergence du réemploi, et c'est une question assez nouvelle. Il y a pas mal de groupes de travail, il y a pas mal d'idées. Ce qui ne sera pas recyclable devra peut-être être aussi réemployable, mais il faut gérer une fin de vie. Donc la recyclabilité, c'est peut-être pas le 100%. Le réemploi, c'est compliqué à réfléchir en souple. En rigide, on a plus d'idées. On se pose des questions essentielles. On réinvente finalement le Tupperware. Mais on se dit, c'est pas bien, c'est du plastique. Ça fait 20 ans que vous mangez du Tupperware, vous ne posez pas ces questions. Donc après, c'est l'hygiène alimentaire, c'est le lavage, etc. Donc il n'y aura pas une voie unique. Il y aura des complémentarités de matériaux. Et il faut aussi avoir un peu de raison. Aujourd'hui, l'emballage, il doit être utile pour exister. Et s'il est utile, il existera. Et il faut bien le concevoir. Après, c'est le produit qui est aussi important. On est content. Il ne faut pas acheter un emballage parce qu'on n'achète pas un produit parce que l'emballage est vertueux. Il faut acheter aussi le produit qui est dedans. Et l'emballage doit être vertueux par définition. Et c'est les lois qui vont nous l'imposer, et tant mieux. Et c'est des contraintes et c'est notre métier d'innovation. Et le produit qui est à l'intérieur est quand même l'élément le plus important. Alors on va passer à quelques questions dans la salle, en espérant effectivement que vous ayez une grande curiosité au regard des propos qui ont été tenus. Un micro va... Alors, Nathalie, peut-être un complément. Oui, je voulais juste réagir sur le volet contraintes. Effectivement, on l'a bien vu, cet environnement réglementaire, aujourd'hui, c'est des contraintes, c'est des exigences, que ce soit au niveau français ou européen. Nous, ce qu'on essaye de développer au niveau des pouvoirs publics, c'est de dire aux entreprises aujourd'hui, faites-en un levier, que ça soit un facteur de compétitivité pour votre entreprise en allant, comme on l'a vu dans ces témoignages, sur l'innovation, sur des choses qui sont vraiment nouvelles aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment que ça soit différenciant et que ça vous donne un peu d'avance par rapport à vos concurrents, donc que ça vous positionne en force sur ces sujets-là. Alors, on prend quelques questions à la volée, en espérant qu'il y ait peut-être des interpellations, des commentaires, des réflexions, des retours d'expérience. Oui, monsieur ? Merci pour votre question. Vous présentez votre prénom, peut-être l'entreprise que vous représentez, si vous êtes au salon. Bienvenue, merci pour votre question en tout cas. Bonjour, Florian Dejean. Bonjour Florian. Eclos, on est une start-up, donc on n'est pas encore très connu. Très bien, quel métier ?
On fait une alternative au film plastique pour emballer les palettes. Donc vous êtes certainement très intéressé par ce qui a été dit. On essaie d'être dans le réemploi. Ma question, c'est sur le réemploi, justement. On a beaucoup parlé de recyclage. Est-ce qu'on peut réellement imaginer que la filière de recyclage puisse accueillir tous les déchets qu'on jette aujourd'hui? Donc, à quel point le réemploi va avoir un rôle important dans les prochaines années? Parce que, du coup, tout remplacer en recyclable, je ne pense pas que ce soit possible, vu ce qu'on jette aujourd'hui. Mhm. Et est-ce que la réduction des déchets, c'est pas le plus important, au final, dans ces lois-là? Très bien, merci pour votre question. Florian, qui veut répondre? Éric, Alexandre, Jean-Mathieu. Puisque vous parlez de films plastiques et que j'ai parlé de réemploi et que je me pose les questions, donc finalement on a un point en commun. Mhm. Oui, le réemploi, il faut aussi regarder la CV, parce que c'est une économie locale. Le réemploi, on regarde les barquettes, une barquette pour la ville de Villeurbanne, par exemple, où il y a des hôpitaux, des cantines scolaires, des EHPAD. Avoir un circuit fermé, une petite boucle locale avec un laveur local, c'est logique. Si après j'emballe des quenelles lyonnaises qui finissent en Bretagne, à Strasbourg ou à Toulouse, et qu'il faut les ramener, la CV, ça sera terrible, le poids, le transport. Donc à un moment, le réemploi a probablement une logique locale, et il le faudra. Et c'est pas, je dirais que c'est pas parce qu'on est producteur de plastique qu'on a envie d'inonder le monde de plastique. On est aussi apporteur de solutions et des fois on s'appuie sur des startups pour aussi avoir des réflexions et du brainstorming. Après, pour un projet collaboratif. Voilà, après il faut pas oublier que si vous mettez un aliment, l'aliment est un contaminant de l'emballage aussi. Et donc à un moment il y a du lavage, il y a de l'eau, il y a de l'énergie. Donc après c'est le bon ratio de savoir est-ce que le recyclage est cohérent ou pas dans son cycle de vie. Donc là, c'est les ACV qui peuvent parler. Alors, c'est un terme un peu barbare. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mais sur du local, le réemploi a probablement un avenir. Et sur du national ou sur de l'international, ça semble beaucoup plus complexe. Donc il y a de la place. Et même la loi l'impose. C'est-à-dire que sur le transport en France, il y a des objectifs jusqu'à 95% de réemploi des emballages de transport d'ici 2 ans. La PPWR, il y a un objectif de réemploi. Donc on sait que c'est une thématique. Les Allemands le font pour les bouteilles en verre et en plastique, donc techniquement c'est possible. Après, il faut trouver la cohérence. Il ne faut pas non plus... Attention aux ressources en eau, attention aussi à l'énergie que ça peut utiliser. Donc il faut trouver les bonnes idées. Voilà. Merci. Autre question dans la salle, même si vous n'êtes pas très nombreux. Vous êtes certainement très intéressés, évidemment. Vous voyez, hein, comme je vous stimule un petit peu. Alors, un commentaire ou même un retour d'expérience ou voilà, quelque chose qui vous a interloqué dans ce qui a été dit. N'hésitez pas, c'est le moment. On a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des représentants d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, là? Peut-être? Ou qui sont discrets? Monsieur qui me regardait. Pas encore? Ah, ça va venir. Vous êtes au sein d'une... Pas du tout. Très bien, je vous laisse tranquille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, merci beaucoup. Vous m'aidez en plus. C'est sympa. Votre prénom, si vous représentez une entreprise ou pas, mais votre fonction. Bonjour. Bonjour. On m'entend, c'est bon? Oui, on vous entend. Je suis étudiante en 3e année de design Très bien. à Strat-Lyon Confluence. Très bien. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est les emballages biosourcés qu'on ne peut pas mettre dans le compost. Je croyais qu'en fait, justement, on pouvait, par exemple, je crois que biosourcé, c'est aussi le matière plastique qui est issu de maïs, c'est ça, des fibres de maïs? Ou je me trompe complètement? Alors Eric, peut-être le micro, parce que je prenais le micro à côté. Voilà, merci. Merci pour votre question. Alors, nous, on n'utilise pas forcément des matières biosourcées à base de maïs. C'est en fait toutes les matières organiques peuvent servir à faire du plastique biosourcé. Je prends l'exemple de la société East Packaging chez qui on se fournit. Donc, ils font du plastique végétal avec... c'est pas du maïs, hein, ça peut être du chanvre, ça peut être du kiwi, ça peut être de la grenade, ça peut être de l'orange, enfin, des pelures d'orange, etc., etc. Donc c'est vraiment très vaste en fait. C'est pas que le maïs. Le problème du maïs, c'est à un moment, ça a été aussi que il y a des grosses sociétés américaines qui... Il y a eu un effet de mode peut-être aussi. Non, mais qui fabriquaient du
PLA avec du maïs transgénique. Est-ce que c'est ça la voie royale, quoi? Très bien, merci pour ces précisions. Pour répondre directement à votre question, parce que la stratégie actuelle, c'est recyclage, 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 et l'emballage en tant que tel n'est pas destiné à être compostable. La filière compost n'accepte pas les emballages en dehors d'un emballage qui contient un produit alimentaire comme le café ou la dosette de thé. Si c'est marié au produit et que ça finit dans le compost, on a le droit. Mais concevoir un emballage compostable pour se dire il finira sa vie dans un compost, ce n'est pas du tout la stratégie. La législation est contre cela. Ça peut évoluer, mais c'est l'état actuel de la législation, vu de mon côté et vu de ma lecture. On sait faire ces matériaux, on travaille sur des PHA, des choses comme ça, pour avoir des différents types de dégradation. OK, compost, home compost, marine dégradation et méthanisation, très important. Et aujourd'hui, même si on a ça, ce n'est pas suffisant. On nous dit non, on n'en veut pas. Le compost, l'emballage, un film étirable au-dessus d'une courge, il faut pas, la stratégie, c'est de le recycler. C'est qu'il y a une valeur, on ne jette pas quelque chose qui peut avoir une valeur potentielle. Idéalement, il faut le recycler. Donc après, si c'est biosourcé, si c'est compostable, idéalement, il faut quand même finir dans un flux de recyclabilité, ce que vous avez évoqué sur la bouteille qui a un potentiel de recyclabilité. Si on n'a pas ce potentiel-là, aujourd'hui, la législation, c'est ma lecture, ne l'autorise pas. Ce n'est pas la stratégie. Oui, donc par rapport à ça, à partir du moment où le produit est déclaré OK compost ou home compost, bien sûr on a la possibilité de le recycler en compost. Hein. Nous, on fait beaucoup de compost, nous, avec nos fruits et légumes, par exemple. Donc, mettre des bouteilles plastique végétales dans du compost, c'est pas choquant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On est à la fin de notre table ronde. Clément, pour conclure, peut-être rappeler le soutien régional aux entreprises sur ce sujet et d'autres notamment. Non, mais c'était juste faire un rappel. On a un stand du coup sur le salon au fond F140 G139 en collaboration avec l'État. Voilà, vraiment sur les projets que peuvent avoir les entreprises, je pense qu'on a une bonne collaboration et on arrive à avoir des guichets d'aide qui répondent à peu près aux besoins que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et juste, je voulais faire la promotion en 30 secondes aussi de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises avec laquelle on travaille, qui est présente sur chaque département de la région et qui est à votre écoute aussi sur vos projets que vous pouvez contacter, qui connaissent bien nos aides régionales, qui connaissent également bien les aides de l'État ou d'autres opérateurs et qui seront les plus à même pour vous conseiller. Très bien, merci beaucoup Clément. Merci Nathalie, merci messieurs pour cette table ronde, votre disponibilité et pour tous ces éclairages. Et merci à vous de votre présence.